Salut, c'est Thomas et bienvenue dans la Topinière. Dans cet épisode, je reçois Raymond Vasselon, ex-architecte à la retraite, militant de quartier et bénévole à plein temps à l'Amicale laïque du Crédroc à Saint-Étienne. Depuis plusieurs années, il participe à des projets d'occupation temporaire d'espaces vacants dans le quartier du Crédroc. Concrètement, ce sont des ouvertures de friches urbaines dans lesquelles il développe de manière collective, entre voisins, de petits aménagements pour s'installer, discuter, bricoler, jardiner, faire la fête ou se reposer. La pratique de l'espace vacant s'oppose aux logiques dominantes de la planification urbaine. Ici, pas de projection définitive, tout est quotidien, tout se fait petit à petit, avec les moyens du bord, en intégrant le plus de monde possible. Dans cet entretien, Raymond revient sur ses préoccupations lorsqu'il était à l'école pendant mai 68, ainsi que les moments marquants de son parcours en tant qu'architecte. Il partage son autocritique en abordant les distances entre les architectes, les planificateurs et les habitants. Il revient sur les différentes tactiques et expériences collectives de reprise de terrain dans les friches. Et enfin, Raymond retrace l'histoire des amicales laïques à Saint-Étienne et partage les actions qu'elles continuent de mener dans leur quartier. Merci à Inès Besson pour la création sonore et à l'association Design Recherche Ouverte Performance à Saint-Étienne pour leur soutien à ce podcast. Bonne écoute! Alors l'école d'archi était à Lyon, on est parti à Lyon. Donc on a débarqué là-bas en 67 et tout de suite derrière il y a eu 68 et on a contribué à une importante transformation de l'enseignement d'architecture assez considérable. C'est-à-dire qu'on est passé d'une école qui enseignait les ordres depuis des siècles à une école où on enseignait les sciences humaines, la géographie, ce qui commençait d'être les balbutiements de l'écologie quand même, et bien entendu une forte dose de politique dans la démarche de projet, avec l'idée de il faut rendre la ville aux travailleurs, au peuple, etc. Alors les remises en question de l'époque, c'était productivité du logement social pour obtenir des loyers les plus bas possibles, avec l'idée on fait pour le mieux, on amène le meilleur confort possible pour le logement des travailleurs, quoi. Et puis alors, aussi beaucoup, quelque chose qui d'ailleurs n'a pas tenu, on était des militants de l'équilibre emploi-logement, totalement du côté des travailleurs, quoi. On était très anticapitalistes. On regardait du côté de l'URSS et des méthodes industrielles pour faire le plus de logement social au prix le meilleur possible. Les municipalités communistes à l'époque étaient considérées comme des municipalités innovantes à cause de ça. Elles construisaient beaucoup de crèches, beaucoup de logements sociaux, bon, on a encore la trace, beaucoup d'écoles, beaucoup de gymnases, beaucoup, etc., de tout ce qu'on appelait les équipements sociaux, culturels, sportifs, etc. Alors moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de logements sociaux. Nous, les grands ensembles s'arrêtaient. Alors, je suis rentré, avant d'avoir fait mes études, dans une très grosse agence lyonnaise qui avait fait la ZUP de Vénissieux et la ZUP de Vaux-en-Velin, et qui, donc, comme les grands ensembles s'arrêtaient, allait s'effondrer. On ne savait rien faire d'autre. Il ne savait rien faire d'autre que d'optimiser ses plans répétitifs. Il pensait que c'était la réponse, c'était la meilleure réponse. Et donc, du coup, on est parti de ces grandes agences. J'ai retrouvé des copains et on a fondé la nôtre, qui s'appelait Giraud. Ça a été très difficile au début. Et puis après, on était quand même connus. Là, on est devenus des spécialistes on va dire un peu du projet urbain. C'est travailler en fonction de l'espace de la ville existant, pas périphérique, en intégrant dans notre travail les valeurs, je dirais, communes de l'espace, qu'est-ce que l'espace public dans la ville, quoi, voilà. Alors c'était un autre métier complètement différent. Il a fallu tout repenser. On passait plus de temps à dessiner 20 logements que 250 à l'époque des grands ensembles. Pour bien mesurer cette révolution-là, ce qu'on a senti en essayant toujours, notamment dans les opérations de rénovation des quartiers anciens et d'intervention aussi pour améliorer la qualité des espaces publics de ce qu'on appelait la périphérie des villes, les grands ensembles, on a sincèrement cherché le contact, la discussion avec les habitants. Et puis on voyait bien que
les habitants, mais c'était dur pour nous. Ils nous classaient du côté des gens qui parlent en disant « il ». C'est-à-dire que ce mécanisme un peu, c'est la classe dominante, quoi, en gros. Hein. Ils vont nous faire... de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils disaient toujours... de toute façon, on va savoir ce qu'ils ont prévu, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Un truc qu'on entend encore, hein, quand même. Hein. Qu'on entendait beaucoup, même à l'époque où les gens étaient très politisés. Alors, quand ils parlaient du salaire, des trucs comme ça, du syndicat... de l'usine, c'était très politisé. Mais dès qu'on parlait de la ville et tout ça, c'était « il ». C'est-à-dire qu'ils se disaient c'est pas notre affaire, quoi. Hein. Et ce qu'on sentait beaucoup, c'est qu'on leur avait dit une bonne fois pour toutes que c'était pas leur affaire, quoi. Sauf les types qui vendaient des petites maisons clés en main. Alors eux, ils avaient un dialogue individuel avec les gens qui achetaient la baraque. Mes études, je me suis toujours intéressé avec des copains, là, de sortir l'acte de création de l'obscurité géniale, quoi. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, l'objet que je conçois, surtout quand c'est un immeuble, de décortiquer ce processus mystérieux de la création individuelle pour quand même dégager des grandes étapes de décision que je peux partager avec les gens qui vont habiter dans l'immeuble que je fabrique. On travaillait quand même là-dessus. Alors il y a un type qui avait beaucoup bossé là-dessus, enfin il y a des équipes américaines qui avaient beaucoup bossé là-dessus. Il y a un type qui s'appelait Alexander, qui avait eu au point des super méthodes de maths. Alors ça nous convenait bien, tu parles avec le passé qu'on avait, enseignement technique, pour transformer le processus de conception le plus possible en un acte raisonné où les décisions étaient évaluées. Alors c'était un truc assez complexe. Il fallait repérer la totalité des contraintes qui intervenaient sur la forme. C'est assez puissant, hein, d'ailleurs. Avec un système mathématique, d'ailleurs issu de l'entropie, on classait en sous-ensembles fortement connectés ou indépendants les uns des autres. C'était très intéressant parce que lui, il disait, il avait raison, les disciplines telles que la géographie, l'écologie, l'histoire, la technologie, etc., la géologie, vous permettent de recueillir les données, mais il faut les réétudier en fonction, et ça, les disciplines ne vous permettent pas de voir, elles n'ont pas de rapport entre elles, les profs ne veulent pas d'ailleurs. Mais il disait, vous allez avoir des liens que si vous n'y faites pas attention d'analyser tout ce faisceau de relations entre les contraintes, vous n'allez pas voir que la géologie, l'écologie interagissent avec quelque chose de très psychologique et de très sociologique. Si vous y faites attention, vous allez avoir des idées de réponse en termes de forme autres. Alors après, ils avaient découvert que la méthode qu'ils avaient mis au point, elle était trop matheux, quoi. Et après, mais par contre, ils avaient gardé cette idée on arrête le grand projet, on le découpe en sous-ensembles de projets, le plus indépendants les uns des autres. Dans ces sous-ensembles, on étudie la totalité des réponses et des contraintes auxquelles notre forme doit répondre, en faisant des diagrammes avant de faire les plans, tout ça, qu'on puisse discuter, des diagrammes qui permettent d'avoir une communauté de langage avec d'autres. Alors, l'avantage d'avoir cogité à ça, c'est que ça nous mettait quand même d'étaler le problème, de le matérialiser de manière à ce qu'on puisse en parler. Il y a énormément de gens qui manipulent et qui prennent des décisions qui ont un impact énorme sur les collectivités de gens pauvres, qui considèrent que les pauvres ils sont bien chouettes, mais même les types qui ont un gros cœur social, hein, ils disent il faut qu'on s'occupe d'eux tout seul, et leur avis, d'abord ils n'en ont pas, ils pensent qu'ils n'en ont pas. Ils ne le formulent pas, ne comprennent pas, donc c'est à nous qui avons le savoir, etc., c'est à nous de le faire. C'est des grosses discussions, ça d'ailleurs. Après, nous, ils disaient, ouais, mais ça c'est du populisme, enfin, on connaît bien hein, le débat. Ça.
arrêté, mon quel âge j'ai vraiment complètement arrêté, 62 ou 3, non, je sais pas, par là. Je n'ai pas arrêté d'un coup, hein, pour pas les finir les projets. Et puis alors après, donc j'ai rejoint une asso que je connaissais, là, l'Amicale Laïque du Credroc, et ça tombait bien parce que quand j'ai pu me libérer pas trop mal, la ville mettait en place des grandes opérations de rénovation de 2 grands sites centraux, donc Credroc et Beaubrun-Tarentaise, et de 2 grands sites type grand ensemble, c'est-à-dire Moreno, les quartiers sud-est. La Cotonne, c'est venu après. J'ai dit, allez hop, tu passes du côté de ceux dont on considère qu'ils comprennent rien, et à qui on présente juste les belles choses qu'on va faire pour eux, en demandant un peu d'avis quand même. Hein. Et là, bon, je me suis aperçu à quel point le décalage est quand même considérable. Je me suis aperçu de ça. Et puis, la deuxième chose dont je me suis aperçu, c'est que les gens avaient bricolé eux-mêmes des tas de trucs. Il manquait pas grand-chose pour que ce soit finalement une réponse, quoi. Et c'est là qu'on a commencé de parler, enfin pas tellement nous d'ailleurs, mais d'autres, d'accompagner l'auto-rénovation. C'est pas simple, quoi, organiser. C'est un métier, par contre, qui est pas... qu'à mon avis, les archis auraient du mal à faire. Les artisans aussi, ils disent « Ah oui, bricoler, c'est bien beau, ils bricolent eux-mêmes, mais après, nous, quand il faut repasser derrière, il n'y a rien qui va. » C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Mais je me rappelle, j'avais une étude qui était qui m'avait impressionné quand même. Ils avaient pris on va dire, le local le plus technique d'un logement, c'est quand même la salle de bain, parce qu'il y a l'eau, l'électricité, les machins, l'étanchéité, tout un tas de choses, les prises électriques, faut faire gaffe. Donc c'est vrai que là, faut pas faire n'importe quoi, sinon tu t'électrocutes dans la baignoire. Et là, ils avaient montré que dans la salle de bain, il n'y avait que 15% du travail qui nécessitait l'intervention d'un super pro, quoi. Donc voilà, c'est avec tout ça, on en est là. Et alors, il y a eu beaucoup de réunions, de concertations, participation. Alors, ça, surtout, mais je crois que maintenant tout le monde devrait l'avoir compris. La grande erreur, c'est de présenter une image finale, quoi. Les arbres ont poussé, il y a des immeubles neufs, les vieux immeubles sont repeints, refaçonnés, tout ça. C'est une espèce de carte postale. Je sais pas comment on peut qualifier ça. Alors les gens, ils ont un doute quand même. Hein. Ils disent, oulala. Et puis il y a le problème de l'échelle. Hein. C'est-à-dire que les gens, sauf les gosses qui ont beaucoup joué avec Minecraft, ils sont pas du tout à l'aise avec cette échelle. Hein. C'est sans arrêt comme ça, si tu veux. Ça a l'air de rien. Transformer la réalité du monde dans lequel on vit, le mettre sur une page, faire un plan à l'échelle, machin, des 3D, des trucs et tout, ça c'est un exercice. Ça démarre par des démolitions, des friches, les baraques murées pour que les Roms n'aillent pas piquer le cuivre, etc. Enfin, ça démarre par un décor de guerre. Alors nous, au Credroc, c'était assez dur, hein, d'ailleurs, parce que les gens ils disaient c'est Beyrouth que vous nous faites là, ils leur disaient. Mais après, bon, la décision se dilue. Alors, le plus difficile à résoudre, c'est qu'il y a des gens qui avaient retapé, par exemple, dans un immeuble qu'ils avaient acheté, qui valait rien, qui avaient acheté 2 logements, par exemple, au même étage, qui n'en avaient fait qu'un seul, mais il y avait que qui habitait dans l'immeuble, alors qu'il y avait 7 logements, quoi, hein, qui étaient très bien, qui pensaient s'être mis à l'abri. Je me rappelle d'un cas, c'était deux dames, là, pas très jeunes, retraitées. Elles pensaient vraiment s'être mis à l'abri jusqu'à la mort, être chez elles. Aïe, il a fallu les déloger. Et pour elles, c'était pas un problème d'argent, hein, parce qu'elles y ont gagné, hein, par rapport à ce qu'elles avaient dépensé pour ces 2 logements groupés en un. C'est autre chose alors c'est tout la question de l'imaginaire, tout ça et tout. Les trucs que la maîtrise d'ouvrage public est absolument incapable de mesurer. Les archis non plus, d'ailleurs. J'avais assisté à la démolition de la muraille de Chine. Ça te parle, ça, la muraille de Chine? Et donc la mairie avait fait une grande fête, avait prévu une grande fête. Le maire était Michel Thiollière, avec de la boisson, des trucs comme ça. Les artificiers avaient fait remarquablement bien leur boulot. C'était une fête. La mairie pensait que ça allait être une fête. La muraille de Chine avait une telle réputation dans les médias
Et puis nous, là, moi j'étais avec un copain, moi j'avais habité quelque temps à la muraille de Chine. Et puis on connaissait le coin. Et du coup, d'abord, il y avait pas mal de gens qui pleuraient. Hein, parce que c'était alors, ils y avaient habité, là. Mais je pense que la mairie, les services, tout ça, étaient incapables d'imaginer qu'on puisse regretter son enfance dans un truc de malade comme ça, qui fabriquait que des délinquants et des dealers et je sais pas quoi. Et du coup, alors nous, on avait fait un tract, on avait écrit, c'est pas du... Il faut pas confondre rénovation urbaine et nettoyage urbain, quand même, on avait dit ça. En tout cas, tout ça pour dire que ce soit quand on fait des démolitions, des friches, quand on explose des grandes barres et des tours et des machins comme ça, bon, les journalistes, je dis pas ce que j'en pense, hein, c'est à eux de voir. On fait pas, il faut faire quand même un petit peu gaffe quand même. C'est pas du bétail, quoi. Et même le bétail, maintenant, on pense qu'il faut faire gaffe même avec le bétail, quoi. On avait quand même créé une AMAP. Alors, cette AMAP, c'était la première de Saint-Étienne Métropole. Elle a eu beaucoup d'impact. Elle a beaucoup essaimé. Elle en a créé plein d'autres sont partis en créer ailleurs. Ils sont venus voir. Ils ont vu que c'était un modèle simple. Et puis c'est parti. Et ça a introduit quand même concrètement l'idée, l'alimentation. C'est pas forcément loin, c'est concret. Il y a des gens qui en produisent, ça pousse dans la terre, machin, tout ça. La machine s'est mis en route, même les élus, qui n'avaient pas jamais réfléchi à ça. Après, il y a eu des pressions pour dire, oui, attendez, dans les cantines scolaires, pourquoi pas, regardez, bon. Il y avait eu la MAP, après il y avait eu RDD, Rue du Développement Durable. Alors l'idée c'était, il y a plein de gens qui auraient besoin de locaux pour exprimer leur talent, qui n'en ont pas, c'est plein de locaux vacants. Est-ce qu'on peut pas raccorder les deux, en aidant ceux qui cherchent un local à le trouver, et en expliquant à des propriétaires qu'en baissant bien le prix, c'est-à-dire à appliquer la vraie règle du marché, c'est-à-dire ce que j'ai à vendre, il faut que quelqu'un puisse l'acheter, sinon ou je meurs avec, ou ça pourrit, quoi, c'est comme ça, hein. Donc on a réussi un peu à avancer là-dessus, on a fait, on peut aller voir maintenant là-bas. Après, bon, l'amicale, on a plutôt mis le paquet sur friche jardin, hein. Après, les autres se sont débrouillés. Il y a eu un épisode tout à fait intéressant dans le quartier, c'est l'habitat partagé. Alors, en fait, les gens qui ont fait les castors des joyaux sont des gens qui se sont un peu rencontrés à la MAP aussi. Et Franck Lebaille se disait, l'archi là qui a fait le plan de la ZAC, qui habite là-bas d'ailleurs, il disait, tiens, il y a un modèle là, peut-être, pourquoi il marcherait pas pour l'habitat, quoi, hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent faire un truc, il y a des gens qui en ont besoin, pourquoi pas se voir directement, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, après, pour revenir à notre Credrock, là on était contacté, le premier jardin qu'on a fait, c'était rue Roger-Saint-Lingros. Alors après, moi, je renvoie ce petit ouvrage qu'on a fait pour raconter cette histoire, hein. C'est pas pour qu'elle dure. S'il y a des trucs à prendre dedans, on prend. C'est une expérience faite par des gens qui ont une durée de vie point barre, de toute façon, hein. Peut-être qu'après, il faut passer à toute autre chose, hein, pour faire mieux. Mais on a fait ça. Si on ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait fait. C'était l'année des jardins. Oui, ça m'est revenu après nos discussions d'autres jours. Du coup, un type nous dit, oh là là, je sais que vous faites pas mal de trucs, vous, là, dans votre cour, des jardins, des machins. J'aimerais bien, ces friches, là, c'est quand même dramatique. Alors lui, ça tombe bien, on a un copain, là, qui habite rue Roger-Saint-Lingros, à côté de chez lui, il y a un immeuble qui a été démoli, et le jour, il nous a dit, voilà, si on pouvait faire un truc propre là-dedans, un bout de jardin, moi, ça m'intéresserait.
Il nous a dit, écoutez, ok, il nous donne l'autorisation. Et donc, on n'a pas fait de la com, des machins, des trucs et tout. On avait travaillé avec des gamins pour leur faire visiter des fermes pédagogiques. On avait travaillé sur le lien ville-campagne avec les gosses, hein, quand même. De l'amicale et des écoles du quartier. Et puis, on construit des bacs avec des matériaux de démolition. Alors, là, il y a des anecdotes assez rigolotes. Il y avait un gars qui démolissait un immeuble. Il y avait beaucoup de briques. Et on allait en chercher, on lui dit, on ne peut pas vous piquer les briques, on dit, tout ce que vous prenez. Ça m'évitera que les copains l'emmènent avec le camion. Et on lui dit, on se sert, allez. Et qu'est-ce que vous faites? Il était venu voir, un gars qui conduisait un énorme tractopelle. Ah, ça, c'est pas mal. Et, attendez, les gars, vous n'allez pas vous arracher le dos avec ces brouettes, là. Il nous avait amené un énorme godet. Ce gars, ce démolisseur, il était content. Ça lui avait fait plaisir de voir que les matériaux qu'il était en train de dégringoler, ça allait revivre ailleurs. Il était revenu après, le gars, hein, et pourtant, en dehors des heures du boulot, il disait, ça fait bien, ces briques, ça fait bien, hein. C'est bien malheureux qu'on balance tout ça, les briques, quand je vois ça, que ça part à l'enfouissement, quel malheur. Et puis, là, plein de voisins viennent, plein de gens viennent se mettre, qu'est-ce que c'est bien, tout ça, il faudra en faire d'autres, puis qu'ils mettent la main à la pâte, hein. Alors, là, tout de suite, on a vu un truc, il y a ceux qui parlent et ceux qui parlent pas. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne parlent pas, ils n'ont pas quelque chose à dire. Parce que quand est venu le moment de bâtir les bacs, et de planter, de récolter, d'arroser, machin, etc., c'est pas ceux qui parlaient de développement durable en buvant un coup place Jean Jaurès. C'est un peu méchant ce que je dis, mais ça l'est pas. Franchement, il y avait des gars autrement, et des femmes autrement, je veux dire, collaboratif, on va dire. On est devenu un peu les types qui redonnent vie à la friche. Alors, pour rassurer tout le monde, on a immédiatement parlé d'aménagement éphémère en disant, voilà, nous, on met propre, on met du végétal, ça pousse très vite d'ailleurs, de toute façon, hein. On met des jardins, on fait pousser des trucs, on ramène de la terre végétale, on a besoin de coups de main, évidemment. Et évidemment, quand le projet, le vrai, celui de la collectivité, des professionnels, machin, arrive, bien entendu, nous, on ramasse nos bacs de misère et tous ces trucs, et on file ailleurs, quoi. Les friches, là, tous les 100 mètres, on trouve une. Ce qui n'est pas facile dans cette histoire de trucs éphémères, c'est que éphémère, ça veut rien dire du tout à l'échelle de l'urbain. Ça peut vouloir dire ça veut jamais dire un mois, hein. Mais ça peut être un an ou deux, ça peut être aussi 14, 15 ans, 20. Ce genre de projet modifie considérablement l'imaginaire dans le quartier. La rue Roger-Sarrego, la rue, la place de Saint-Chaumeux, c'était l'arrière-cour de la place Jean Jaurès, le deal, le machin, la police, tout ça, la peur et tout. Après, c'est devenu autre chose. Il y a eu une rue où on faisait des jardins. Alors, je dis pas que c'était génial, hein, mais on a parlé autrement. La presse en a parlé autrement. Il y a eu des articles. Il faut un jardin. Ça, c'est bizarre. Alors, on est parti pour un projet qui devait se faire, mais qui n'est toujours pas fait, hein. Ça doit faire 12, 13 ans, hein. Après, on est parti un peu plus loin, donc sur une friche qui était là, dans la ZAC des Joyaux, qui était ce qui est devenu maintenant le parking, des Castors, des Joyaux. Là, on avait un grand terrain, très plat, on avait fait vraiment un grand chouette jardin, était vaste à celui-là. Alors, on n'avait pas encore mis beaucoup de jeux, mais il y avait beaucoup de barbecues, de rencontres, de discussions. Puis, la ville nous a proposé un autre coin, c'est le jardin de la Libellule. Là, en ce moment, on ne sait pas trop, parce que il y a un autre chantier qui vient de démarrer. Il n'y a pas d'eau, c'est pas très commode, quoi. Donc, jardin de la Libellule, grand, 400 mètres carrés, il a duré 7-8 ans. Donc alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc fait le jardin de la Libellule, numéro 2. On a dit qu'il faudrait quand même qu'on aille voir dans cette pauvre rue Néron, là-bas. Mais la rue Néron, c'était Les Pazes.
C'est une agence de l'État qui vient apporter des moyens techniques et financiers, il ne faut pas se le cacher, et relationnels, pour aider les villes en difficulté, qui n'ont pas les moyens de faire face par leur propre énergie et leurs propres moyens à la rénovation de leur tissu urbain, quoi. Donc là, on travaillait beaucoup avec la SEDL, donc la ZAC des Joyaux était gérée par la SEDL, la Société d'équipement du département de la Loire, aménageur public, hein, bien sûr. Là, les PAS, on va les voir, on leur dit que voilà, oh mais on a entendu parler de ce que vous avez fait là, ils venaient voir d'ailleurs de temps en temps, pourquoi pas, ouais. Et on a commencé passage Jean de la Fontaine, où il y avait un bac, c'était dans un état catastrophique. Ils nous mettent à disposition un petit appartement totalement pourri, d'ailleurs à rez-de-chaussée, je crois au numéro 25, qui avait une petite cour, on s'installe là, et on a essayé de mettre propre le passage Jean de la Fontaine en plantant des fleurs dans un vieux bac, en mettant des trucs avec des palettes, en mettant de la couleur beaucoup. Et là, on travaille des expos, il y a des gens qui sont venus, on faisait des barbecues, tout ça. Après, ça a pas mal marché, hein, quand même. Des gens se sont rencontrés. Et puis arrive une biennale, ou la biennale off, bien sûr très soutenue par Olivier, Josiane Franc, Olivier Péricot, des amis, quoi. Hein, mais des amis intellectuels, hein, pas du copinage magouille, hein. On dit, voilà, et le projet, d'ailleurs, celui-là, il a eu une audience internationale. Je crois que la Chine a donné un prix à des designers qui avaient bossé dessus, d'ailleurs. Après, moi, j'en ai entendu parler dans un colloque international, là. Tallinn. Un Anglais qui est venu m'en parler. Je dis, comment tu connais la rue Néron? Toi, oui, si. Je l'ai vu. Ah bon, bah d'accord. Ça, c'est balèze, hein, quand même. Alors là, on avait fait donc le petit jardin herbier. Alors il y a déjà les poules qui s'étaient évadées d'un poulailler qui était venu courir dans la friche, là. Elle n'était pas entièrement démolie encore. Et là, dans un coin, on fait un projet, alors totalement éphémère, il devait durer que le temps de la biennale. Alors là, il y a des designers, Captain Lud, là, qui d'ailleurs était hébergé dans un local géré par RDD. Alors là, il y avait énormément de gens, des fêtes, des repas, des soirées musicales, enfin un truc incroyable, plein de gens du quartier, de la rue, plein d'intellos qui venaient de partout. Alors si tu veux, c'était... il y a des photos, hein, je vous mettrai des photos, c'était une construction, il y avait une serre dans laquelle il y avait les outils, où on faisait des petites conférences, des tas de choses, enfin des petites... Il y avait une scène pour faire de la musique, et puis le reste, il y avait tout, il y avait des espèces de constructions en carton, de nefs là, sans toit d'ailleurs, on avait fait un château d'eau d'ailleurs, il n'y avait pas d'eau. Il y avait beaucoup d'outils pour que les gens bricolent, et il y avait de quoi cuisiner aussi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de... Voilà, donc ça faisait beaucoup de fêtes improvisées, et puis il y avait la biennale, des gens qui passaient sans arrêt. On avait reçu évidemment les gars de Détroit, là, avec qui on a fait visiter les jardins familiaux, les castors. Alors, ils n'avaient pas compris la coopérative, hein, du tout. Mais c'est pas grave, hein, ils n'avaient pas compris. Ils disaient que, ils disaient non, c'est pas bon votre truc, ils n'ont pas la même approche de l'économie que nous. Donc, ça avait été un lieu extrêmement vivant, créatif, et qui a laissé énormément de traces dans la mémoire des gens de la rue. Et pas seulement de la rue. Hein. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est dit, oh, mais non, et c'est même les mecs des passes qui nous l'ont confirmé, ils ont dit, vous savez, c'est pas les millions que nous on balance pour dépolluer, pour démolir, pour racheter, etc. C'est bien ces trucs-là qui marquent l'imaginaire, quoi, le récit que les gens tiennent sur leur quartier. Donc ça, on l'a pris en compte. On a essayé de le théoriser un peu, sans plus, hein, pour que oui, on peut faire évoluer l'imaginaire, les lieux, mais par leur transformation, pas par le blabla, quoi. Hein. Et la friche était une bonne occasion, quoi. C'est-à-dire, dans toute situation, et c'est pas qu'une affaire de bricolage ou je sais pas quoi, de débrouille et tout, non. Moi, je crois que ça a à voir avec la question de la création,
quels que soient les moyens que j'ai, dont je dispose, le coin pourri qui est là, avec des copains, des gens qui ont envie, on peut faire quelque chose de bien. En fait, bien pour nous. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a d'autres gens qui trouvent que ce qu'on a fait bien pour nous, c'est bien pour eux. Et ça crée quand même une autre situation d'être là devant ce truc. Les gens, ils sont ceci, cela et tout. On prend en main la situation, on transforme une situation négative en possibilité de faire quelque chose. Et ça, moi, je crois vraiment. En fait, moi, je pense que le vrai moteur de l'économie, je crois pas que ce soit le pognon. Moi, je crois que c'est plutôt le besoin de créer. Sinon, au moins, le taylorisme, c'est bien gentil. Les types, ils créent rien, mais il faut les faire bosser. Dès que le chef, il tourne les talons, les gars, ils font autre chose. Ou ils font des perruques. Ils font des machins pour chez eux, quoi. On a eu beaucoup de gens au RSA qui venaient travailler, en fait, qui transformaient Moi, l'assistanat, c'est les cons qui parlent d'assistanat. Moi, je connais que des gens qui essaient avec ses revenus de misère, de faire des trucs utiles à la communauté. Je connais que ça, moi. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui foutent rien, qui boivent toute la journée, il y en a peut-être. Mais moi, je ne connais pas ceux-là, quoi. Alors après, on parle peut-être pas des mêmes gens, et surtout, on n'a peut-être pas le même regard sur eux, de toute façon. Mais je crois que les gens qui parlaient d'assistanat, c'est des types qui n'ont jamais été voir ce qui se passe réellement. Bon, voilà. Après, nous, on n'est jamais parti de ce principe. Nous, on a toujours considéré qu'il y avait un potentiel créateur dans tout individu. Point barre. C'est comme ça, tu n'es pas obligé de partager. Nous, on est pour l'habitant contributif, le contributeur, le truc de Stigler. Des gens qui ont joué un rôle énorme dans nos projets aussi, on en parle bien dans l'ouvrage. Il y a une formation qui s'est mise en place, il y a plein de choses qui se sont mises en route en même temps, au CFPPA de Moravel, qui tournait autour du compost. Composter, c'est la première plateforme de compost de Saint-Étienne Métropole, et peut-être même de plus loin. Plateforme de proximité, c'est-à-dire qui traitait les déchets alimentaires des établissements scolaires de Villars. Et donc, il y a tout un modèle économique qui est sorti de ça. Donc cette formation, c'était valorisation des déchets, mais c'est aller au-delà du compost, c'est-à-dire très rapidement, les gens nous ont dit, oui, mais il y a peut-être d'autres déchets à valoriser que ça, sans trop savoir. Donc on a parlé beaucoup d'ateliers locaux de valorisation des déchets, tout ça, mais on s'est aperçu que c'était pas facile. Quand il y a eu une formation là-dessus, ils avaient téléphoné à Guillaume, là, le type qui avait mis la formation en place, et à René Roux à l'époque, qui était le directeur du CFPPA. Oh là là, on voudrait absolument que vous nous fassiez passer toute votre formation, les documents, nous on payera ce qu'il faut, etc., on verra. Parce que nous, là, on a des postes de travail, et c'est exactement la formation qu'il leur faut. On veut traiter des déchets. On veut sortir de la déchetterie enfouissement. On veut faire de la déchetterie carrière. C'est-à-dire, c'est du matériau, quoi. Donc ces gens ont toujours... Alors, nos jardins, on leur proposait d'en faire un lieu où ils avaient une partie de leur stage qui consistait à fabriquer un truc. Avec ça, tu te démerdes, fabrique quelque chose. Alors, il y avait des fauteuils. Alors, on a des traces là, dans la cour. Au lieu de partir à la poubelle, parce que là-bas, dans l'enceinte du lycée, oulala, c'est pas dans les normes, là, c'est pas possible de laisser un banc ou je sais pas quoi. Donc, ils l'amenaient dans le jardin. Là, il y a des chaises encore. Il y a un chouette banc, là, d'ailleurs, qui est dans le hall d'entrée, là, je sais pas si t'as vu. On a aussi un petit salon de jardin, alors, sympathique. Les chaises pèsent, j'avais regardé, 70 kilos, par contre. Mais, tu peux y aller tranquille, Celles-ci, dans 40 ans, dans 100 ans, elles seront encore là. Le gars, il voulait faire du solide. C'est du vrai design, sans designer. Alors après, la petite campagne qu'on a fait, je sais plus les dates, faut se reporter au bouquin. Ça a bien marché, la petite campagne. Et alors maintenant, c'est la friche Charvin, quoi. Alors la friche Charvin, elle est très grande, 7000 mètres carrés, Là, jusqu'à maintenant, au plus fort, on était dans des trucs de 400 mètres carrés, mais déjà, ça fait du boulot,
toujours beaucoup de végétal. La petite campagne aurait carrément plus terrain de jeu avec les balançoires, les machins, les trucs. Faudrait peut-être rajouter quelques jeux. Et on ne sait pas trop son devenir non plus. Donc, alors la friche Charvin, là, c'est peut-être le dernier, quoi. Je parle sur le site, hein. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est boucler. Hein, le collier de perles, c'était la rue Roger Salingros, la rue Paul Appel, la rue des Joyaux, l'impasse des Joyaux, puis la rue Néron. On est arrivé au bout de la rue Néron. La Souris Verte sont carrément à l'intersection de la rue Néron et de la rue d'Enfer Rochereau. Charvin, c'est vraiment la combinaison que la biodiversité fait toute seule, avec ce qu'on fait nous. C'est très grand, mais ça veut dire que finalement, on peut aménager avec peu de moyens, puisque la nature se charge du reste. Quand on n'a pas de fric, on fait comme on peut. Alors, à quoi on a eu recours? Alors, dans les financements, c'est important ça. On a d'abord demandé du financement au contrat de ville. C'est-à-dire qu'on a déposé, alors depuis maintenant un grand moment, au début le projet s'est appelé éco-citoyenneté. À l'époque on parlait comme ça, c'était un peu bébête. Et après, quand on est intervenu rue Néron, on s'est tellement rendu compte que ça permettait de modifier l'imaginaire et de faire de la rencontre entre des gens très 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 différents. On l'a appelé produire du commun. Et là, donc on obtient un peu d'argent du contrat de ville qui nous permet, d'acheter un peu de matériaux, de l'outillage et de financer quand même des prestataires. Qu'est-ce qui fait qu'avec peu de moyens, tu peux obtenir des résultats plus, comment dire, lisibles, tangibles, plus palpables qu'une machine pleine de fric, pleine de moyens. Une question à dire, regardez, question pour les économistes, ça. Parce qu'il y a des endroits où tu mets 5 000 €, il se passe un truc super. Tu as des endroits où tu mets 50 000 €, il se passe rien. Et personne ne sait pourquoi. Notamment ceux qui ont craqué 50 000 € sans rien faire. Mais comme ils ont été payés, alors ça fait des salaires. Mais je veux dire, par rapport à l'objectif de fabriquer, qu'est-ce que tu apportes à un environnement donné, social, urbain, Mais ça, c'est la question de l'imaginaire et de la création. Moi, je vois. Nous, on a eu beaucoup plus, dans tous nos projets, ceux dont on parle, là, si tu veux, ou culture, machin, etc., tu retrouveras beaucoup plus de créatifs, comédiens, chanteurs, théâtre, designers, jardin, ceci, archi. Alors moi, j'étais trésorier, donc je me coltinais toute la gestion, toutes les demandes de sub, toutes les demandes de finance, je rétorchais tous les projets, moi. Maintenant, il y a Laurence qui en fait un peu. Mais produire du commun, c'est même encore moi qui le fais, tu vois. J'ai vraiment... Mais j'aimais bien le faire, puis je savais le faire. J'ai vachement vite appris, tu vois. C'était un peu plus chiant, de leur compte, c'est très bureaucratique, leur truc. Mais je voyais bien que dans les réunions, si tu veux, ce que je racontais, c'était pas pareil que les autres. Les autres, c'était toujours pareil, c'était... lutte contre la délinquance, lutte contre... j'en sais rien, moi. Tu peux pas lutter contre la délinquance. C'est pas un métier, ça. Tu peux créer les conditions qui fait que les gars et les filles, ils ont envie de faire un beau métier qui les botte. Sinon, pourquoi les mecs, ils vendraient pas du shit pour se faire des ronds plutôt que d'aller casser des cailloux, je sais pas quoi. C'est rien. C'est compliqué, ces trucs. En tout cas, pourquoi t'as autant de jeunes, gars et filles maintenant, qui sont prêts à vivre avec des revenus extrêmement faibles pour faire le métier qui les botte. On a que ça maintenant, c'est énorme. Ou des types qui prennent un boulot alimentaire qui les fait chier pour financer le travail qui leur plaît, dans lequel ils ont un sentiment à la fois de faire ce qui leur plaît et d'être utile à la communauté. C'est un sacré problème, ça. Quand tu leur dis ça, ils tordent la gueule, ils n'ont pas envie de l'entendre, ils disent que c'est pas vrai. Mais toi, t'es un... Comment ils disent? Alors, ils m'avaient dit bisounours, une fois, ils m'ont pas dit. Ils n'ont pas de résultats, ils les ont pas. C'est comme ça. C'est mon constat, je peux pas dire... Je leur en veux pas, moi, d'ailleurs. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Moi, j'ai préféré, avec mes potes, mais beaucoup, on n'est pas tout seul à voir
une réflexion critique sur ton propre métier, plutôt que de se raconter des histoires, que c'est tous des cons qui comprennent rien à rien. Quand personne ne veut habiter, quand dès que les gens ils ont les moyens, ils se barrent des immeubles que tu leur as fait, peut-être bien qu'il y a un souci, c'est tout. Alors tu peux dire, ils sont vraiment cons, ils aiment mieux les niches à chiens que les cabanes à lapins. C'était bien en vogue, ça, à une époque, tu sais. Pour se battre contre les maisons individuelles, ça empêche que le drame est là, quoi. Alors, Amicale laïque, 1904. Il y a des élèves, des anciens élèves de l'école des Chapes qui créent une asso. Je ne sais pas ce qu'elle devient. 1905 n'existait pas, donc il n'y avait pas la fameuse loi de 1905. Et en 1924, là, on voit les statuts de l'Amicale laïque des anciens élèves de l'école des Chapes. L'idée, c'était quand même d'accompagner dans la société l'école publique. Tu vois ? Pourquoi laïque ? École par opposition à l'école libre. Tu avais quand même ce côté bataille politique, cléricale, quoi, hein, quand même. À l'époque, c'était... Maintenant, on s'est réglé, ça. Hein, pas réglé, beaucoup. Hein. Quoi, par contre, il y en a autant. Alors, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, beaucoup de... La classe ouvrière était puissante, beaucoup de socialistes, communistes, machin, tout ça, CGT et tout. Donc, il y a eu un maire Soulier, là, qui a considéré que, bon, ok, l'église avait ses établissements, les églises, beaucoup d'associations paroissiales à l'époque, hein. Toutes les églises avaient des locaux, le patronage, le centre de loisirs qui disait pas avant, le patronage à l'époque, les soirées, alors l'enseignement du catéchisme, les soirées du cinéma, machin, etc., avec les prêtres et tout ça, il y a eu du monde, hein. Et donc, il a décidé que chaque quartier aurait aussi son amicale laïque, c'est-à-dire un lieu où on fait de la culture, du périscolaire, du sport, du cinéma et de tout ce que tu veux, mais d'un point de vue laïque. Et donc, très à gauche quand même. Hein. Souvent, c'est pour ça que les communistes ont été toujours présents à la grande époque dans ces trucs-là. Je crois que c'est l'origine, elle est là quand même. Hein. Il y en a 22, qu'est-ce que je raconte ? Il y en avait 22, une par quartier, hein, quand même. Hein. Donc certaines, comme celle-ci, attention, hein, ça se voit hein, quand tu passes à côté. Hein. Donc, tout équipé d'ailleurs, théâtre et sport, notamment gymnastique, beaucoup de gymnastique. Alors, les amicales laïques, elles ont passé des très mauvais moments, hein, quand même. Hein. Il y a eu dans les années 65-70 la création par l'État des maisons des jeux et de la culture, hein, donc c'était l'État avec un dispositif institutionnel qui prenait en main tout ça, avec des moyens très supérieurs à ce que les amicales et les assos avaient. Et après, tu as eu les centres sociaux, c'est-à-dire un truc institutionnel financé par la CAF avec des animateurs professionnels payés, formés, bon, j'en sais rien, et qui ont dit les militants ne sont pas compétents. Ils ont fini par accepter, d'ailleurs, de le croire. Moi, je sais que j'avais plus de plaisir à discuter avec les militants qu'avec les animateurs. Mais, donc, tout ça s'est accéléré, tu vois. Et puis alors, il y a eu une question politique, si tu veux, c'est que les mairies de droite ou centristes en avaient ras-le-bol de ces foyers d'opposants, quoi, tu vois, hein. Alors donc, tu as vraiment eu une période où elles ont failli crever, ce qui les a aidées à ne pas disparaître, faut dire les choses, c'est l'élection d'un maire communiste, là, en 1977, qui a fait qu'un mandat, mais qui a remis le locaux en état, parce que ça ressemblait plus à rien, tu vois, hein. C'était vétuste complètement. Pour l'amicale laïque du Crédroc, qu'est-ce qui nous a sauvés ? Moi, je dirais la rénovation du quartier avec son repeuplement, et puis le contrat de ville, qui nous a permis d'avoir accès à des financements par projet,
Parce qu'ils ont trouvé que nos projets éco-citoyenneté, produire du commun, jardin ceci, sport comme cela, alimentation avec la MAP, étaient des projets innovants. C'est-à-dire que c'est nous qui avons, par rapport à nos centres sociaux du coin, porté toute l'innovation. Eux, ils n'ont rien foutu dans le cadre de la rénovation du quartier, rien. À part d'accueillir quelques réunions, alors que nous, les jardins, les friches, même les réunions de concertation habitants bailleurs, beaucoup plus ouverts à la, moi je dirais, à l'auto-organisation des habitants. Je crois que ça aurait été, c'est ça qui nous a, pas eux, un problème, un anime, et voilà l'activité qu'on fait, tu vois. Nous, les gens s'auto-organisent pour faire un truc, allez venez, on bosse ensemble, faites ce que vous voulez de toute façon. Si on peut vous aider, on le fait.